Covid-19. La République démocratique du Congo affiche un taux de létalité de 2,4% et 43 des guéris. Donc pour le Covid-19, 32 contaminés et 223 guéris pour ce dimanche. Mesdames et messieurs, très heureuse donc de vous retrouver pour la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tchibalabala. Il n'est plus à présenter. Je crois que c'est la troisième fois, si je ne me trompe pas, qu'il passe à Info 7. Donc nous allons tout go commencer l'émission. Très heureuse de vous retrouver, Francis Tchibalabala. Le plaisir est partagé, madame. En vacances parlementaires, qu'est-ce que vous faites? Parce que de toutes les façons, il n'y a plus d'avion, donc vous ne pouvez plus voyager. Vous êtes contraint de rester à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites pendant ces vacances? Est-ce que vous rencontrez vos administrés? Pendant les vacances parlementaires, les vacances parlementaires ne sont pas là pour favoriser justement le voyage des députés. Donc les vacances parlementaires, en principe, l'objectif est de permettre aux députés de descendre dans leur circonscription électorale pour faire la restitution de ce qu'a été la session qui vient de se clôturer, aussi recevoir de ces électeurs leurs desiderata, s'enquérir de la stricte vérité de choses qui se passent dans sa circonscription électorale pour que, lors de la session qui va s'ouvrir, que les problèmes là soient portés justement à cette assemblée, donc au niveau de l'assemblée. Donc ce n'est pas pour effectuer des voyages, etc. Donc qu'on ait fermé des frontières ou pas, nous avons toujours été à Kinshasa et au contact de Une nos petite électeurs. restitution, parce que vous parlez aussi, pas seulement aux gens de votre circonscription, je crois que c'est Massina. Hein? Voilà. Ouvrez-vous un peu aussi une petite restitution de l'Assemblée provinciale en deux mots. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la session précédente? Bon, la session de mars, nous l'avons ouvert les lundis, on l'a clôturé les lundis suivants, donc une semaine après, on n'a travaillé que pendant une semaine. Parce qu'en principe, la session de mars devait s'ouvrir le 30 mars pour aller jusqu'au mois de juin. Donc on avait clôturé le 29 juin. En principe, c'est 3 mois de session. Mais avec l'état d'urgence, on avait reçu la lettre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant la suspension de tous les travaux dans les assemblées provinciales de la RDC. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas ouvrir notre session. Donc il nous l'a permis juste une semaine avant la clôture. Et étant donné que la date de la clôture, c'est une date légale qui est prévue dans la loi, on ne devait que nous conformer à cette date-là. Nous avons clôturé. Mais si nous trouvons qu'il y a deux matières urgentes qui nécessitent impérativement que l'Assemblée puisse se réunir, nous allons convoquer une session extraordinaire. Je suis aussi de Massina. Les préoccupations des gens de Massina, eau, électricité, route et tout ça, quelles sont les doléances de cette population? Nous avons des sérieux problèmes dans ma circonscription électorale. Déjà, lors de la présentation de la loi budgétaire, de l'avis dans les projets d'édits budgétaires, excusez-moi, je me vois déjà à l'Assemblée nationale. Dans les projets d'édits budgétaires, nous avons tout fait pour réajuster, au fin de tenir compte aussi de desiderata ou de besoins de nos électeurs. À Massina, par exemple, nous avons des problèmes de canalisation d'eau. Il est un secret pour personne quand il pleut. En tout cas, il y a pratiquement la crue. Hein, il faut attendre quelques temps pour sortir. Dans les avenues sont pratiquement impraticables. Nous avons des problèmes d'insécurité. Ça, c'est vraiment récurrent. Des koulounas sont dans tous les coins des rues. Ça ne permet pas aux paisibles citoyens, qui sont nos électeurs, de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Au-delà de ça, nous avons des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, etc. Des problèmes de routes aussi. Donc nous avons fait savoir ça à l'exécutif provincial qui nous avait promis de faire quelque chose, mais jusqu'au-là, l'exécutif n'a pas encore rencontré les attentes de nos électeurs. Nous espérons que, avec les difficultés qu'ils ont connues au niveau de la ville, je crois que dès que les choses vont redevenir opérationnelles, c'est-à-dire dès qu'il y aura la levée de l'état d'urgence et tout, et ils vont certainement mobiliser de moyens pour rencontrer les besoins de nos électeurs. Voilà, nous allons prendre le tout premier condensé, mesdames et messieurs, c'est par rapport au Covid-19, la réunion, le compte rendu de la réunion du comité du Covid-19 et évidemment la réaction de M. Fayoulou par rapport au Covid-19.
Nous avons eu 3 points à l'ordre du jour de cette réunion. Examiner la situation épidémiologique qui nous a été brossée par les professeurs Mouyembe ainsi que le vice-ministre de la Santé. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 7179 cas déclarés, 176 morts. Nous avons ensuite passé en revue la situation du déconfinement de la commune de la Gombe. Nous avons constaté que les mesures restrictives, les mesures barrières édictées par les autorités du pays n'ont pas été respectées à 100%. La plupart des Quinoises et Quinois ne portent pas leur masque. Nous avons aussi constaté l'irresponsabilité de certaines chaînes de télévision qui font de l'intoxication en disant que la maladie n'existait pas ici dans notre ville de Kinshasa. Mais les Quinoises et Quinois doivent savoir que la maladie sévit ici dans la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui guérissent aussi. La seule façon de ne pas attraper cette pandémie, c'est de porter de façon obligatoire le masque et de garder aussi la distanciation sociale. Nous avons observé dans les chefs des responsables de structures qu'ils ne réalisent pas la distanciation sociale dans leurs structures, dans leurs magasins, dans leurs bureaux, dans leurs commerces. Ils ne réalisent pas non plus le dispositif de lavage de mains à l'entrée de leur business. Dans les jours qui viennent, les contrevenants seront donc appréhendés par la police. Alors, le troisième point, la réflexion que le Premier ministre a lancée sur la levée de l'état d'urgence, mais sous certaines conditions. Il appartient au chef de l'État d'en décider. Notre pays, comme la planète tout entière, subit une nouvelle preuve. Il s'agit de la redoutable pandémie du coronavirus. Je tiens à témoigner mon respect et mon admiration au personnel médical et aux équipes de riposte qui luttent contre la pandémie partout à travers les zones infectées du pays. Vous êtes des dignes filles et fils du Congo et la patrie vous est reconnaissante pour votre dévouement. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude et remercier les bénévoles, les mouvements citoyens et associations qui sont aussi engagés dans ces combats, notamment dans son volet social. J'apprécie à juste titre le soutien multiforme de la communauté internationale et des citoyens du monde qui se mobilisent pour aider la RDC à lutter contre cette pandémie. Je présente avec une émotion particulière mes condoléances aux familles des victimes du coronavirus. Je souhaite par ailleurs un prompt rétablissement aux malades et je bénis le Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà guéris. Je n'oublie pas la douleur des parents qui voient leurs enfants mourir tous les jours à cause des épidémies de rougeole et choléra ainsi que de la faim. Chers compatriotes, ne prenons pas à la légère cette pandémie de Covid-19. Observons scrupuleusement les mesures barrières. Soyons responsables. Au minimum, portons les masques quand nous sommes avec d'autres personnes et lavons-nous les mains régulièrement. Francis, vous êtes élu de Massina, la Tchango. Jusqu'à aujourd'hui, 0 cas dans la Tchango. Comment expliquer cela? Je ne comprends, moi personnellement, je ne comprends pas qu'il y ait 0 cas de Covid dans la Tchango. Bon, je crois que moi je ne suis pas technicien, je ne sais pas vous donner de statistiques fiables. En tenons-nous à ce que les experts nous donnent comme statistiques, comme résultat. Et moi je crois que au-delà du fait que les gens étaient un peu sceptiques par rapport à l'existence de cette pandémie ici au Congo, ce scepticisme grandissant qui était justement actionné par des déclarations irresponsables de certains politiques, mais il y a quand même une certaine prise de conscience de la part de nos populations qui, nonobstant le fait qu'ils sont en train de banaliser
le fait que la maladie existe, mais ils prennent quand même des dispositions. Et aussi, c'est qu'il faut saluer les déconfinements. Vous en parlez avec votre base de cette maladie naturellement. Parce que nous avons suivi ce compatriote qui a dit que à Kinshasa, les mesures barrières n'étaient presque pas respectées. Nous vivons dans la Tchang, nous voyons que les mesures barrières ne sont vraiment pas respectées. Il est certes vrai qu'il y a une certaine légèreté dans notre attitude. Nous habitons de la Tchangou, mais bon, c'est pas seulement la Tchangou, c'est même dans d'autres circonscriptions. Donc c'est ce que j'ai dit. Les gens étaient un peu dubitatifs par rapport à l'existence de la maladie dans notre pays, mais il y a quand même des précautions qui sont prises. Bon, c'est vrai que la distanciation sociale n'est pas du tout respectée, et même le port de masque n'est pas obligatoire, mais nous, en tant que leaders, en tant que politiques, nous passons vraiment notre temps à conscientiser cette population-là. Et si la maladie, vous savez, une maladie peut attraper une personne selon les données qui sont scientifiquement prouvées, mais il y a également des exceptions aussi. Donc vous pouvez avoir peut-être des anticorps qui sont résistants à la pandémie, ce qui fait que la maladie ne vous a pas attrapé alors que vous étiez au contact de la personne qui en était contaminée. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous ne maîtrisons pas, mais s'agissant des résultats, on ne peut que jubiler parce que certains prédisaient l'hécatombe, surtout dans notre partie de la capitale. Donc je suis vraiment heureux en tant qu'élu des Machina, heureux en tant que leader à Tchangou pour que une fois de plus que la population prenne quand même conscience. Et je sais qu'il y a quand même des mesures barrières. Dernièrement, j'étais allé assister à la levée du corps à une morgue, malgré qu'il n'y avait pas la présence policière, mais tout le monde avait placé son masque, c'est que j'avais aimé personnellement. Donc, même si les gens disent tout haut que la maladie n'existe pas, mais au fond d'eux, ils en sont conscients que la maladie existe parce que certains d'entre eux ont perdu des proches. Et même moi qui vous parle, j'en ai perdu suffisamment. Et voilà pourquoi nous prenons toujours des précautions. Et j'en appelle aussi à mes électeurs de continuer à prendre des précautions, excusez-moi, pour que nous puissions freiner justement la contamination. Nous avons suivi Martin Fayoulou qui remerciait l'équipe de riposte de la Covid-19, mais ici nous avons suivi les grognes de cette équipe qui s'est dit être impayée depuis un certain temps, si je ne me trompe pas 3 ou 4 mois, impayés, et ils sont démobilisés, ils veulent plus travailler. Vous ne pensez pas qu'on devait vraiment prioriser un peu pour ces gens qui sont au front, moi je le dis comme ça, au front, qui soignent nos malades, s'ils sont démobilisés, ben, il y aura propagation de oui, virus. Je crois que j'applaudis le discours de l'honorable Fayoulou, c'est un discours responsable, qui a tranché bien entendu avec de Madame Bazaïba par exemple, qui avait désorienté l'opinion publique, qui avait désorienté les Congolais, par rapport au fait que pour elle, il s'agissait d'une escroquerie pyramidale des autorités pour bénéficier justement des financements et tout. Donc c'est vraiment un discours responsable. S'agissant des personnels soignants, les présidents d'ailleurs avaient lui-même reconnu la bravoure et la détermination des médecins ainsi qu'infirmiers qui sont dans la riposte de cette pandémie. Il avait même orienté justement l'enveloppe destinée à l'organisation de nos 60 ans à leurs primes, pour qu'ils en servent des primes. Donc déjà, le président reconnaît et il les soutient. Mais s'agissant de la paix, j'avais suivi récemment les ministres qui avaient dit qu'il y a plusieurs moments qu'il leur avait demandé, c'est-à-dire à la coordination, de lui transmettre les listes de ceux qui étaient au front, justement. Malheureusement, ces listes tardaient. Et après, on a rajouté des gens qui n'étaient pas. Donc il y avait vraiment... Une sorte de mafia toujours dans oui, il avait des mondages qu'on puisse un peu remettre de l'ordre, vérifier qui était, qui n'était pas, parce qu'on ne peut pas donner l'argent à celui qui n'avait pas travaillé. Dans les temps qu'ils remettent de l'ordre, je crois qu'ils seront servis. Et c'est leur droit aussi les plus légitimes, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant 3 mois qui ne sont pas payés. Donc c'est dû, bien entendu, à peut-être à cette lenteur de la transmission de la liste, et aussi qui pouvait faciliter à l'autorité de connaître l'effectif normal des personnes qui doivent bénéficier justement de cette paie. 7169 cas à peu près en République démocratique du Congo, et nous continuons à prolonger l'état d'urgence. On avait prorogé dernièrement l'état d'urgence. Mais c'est là...
les gens se plaignent. C'est vrai qu'il y a des confinements de la commune de la Gombe, les activités peuvent répondre. Francis Tchibabel, est-ce que nous allons vivre avec la Covid? Nous allons vivre avec. Bon, vous savez, madame, ce qui est plus important, c'est l'être humain. La vie est plus précieuse que n'importe quoi. On ne peut pas accepter de sacrifier nos compatriotes parce qu'il faut que l'économie tourne, parce qu'il faut que les activités tournent en plein régime. Donc nous avons une menace qui est réelle, une menace qui est en face de nous. Il faut prendre des dispositions pour préserver les Congolais. On a besoin, vous savez madame, dans certains pays, ils cherchent ce qu'on appelle la ressource humaine. Nous avons cette ressource-là, et la ressource humaine est très importante pour le développement d'un État. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait l'hécatombe, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Voilà pourquoi nous sommes en train de préserver notre population. Et d'ailleurs, cette stratégie a payé. Voyez seulement le nombre de contaminés et même les taux de létalité. Donc ça prouve à suffisance que la stratégie est en train de payer. Et on doit continuer les temps qu'on trouve quand même le vaccin ou le remède. Je vais terminer. Là, je m'adresse à l'élu de Massina. Beaucoup de mes compatriotes de là se plaignent des prix de facture de la Régie des eaux et de la SNEL. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Beaucoup disent que c'est une forme d'escroquerie qu'a fait la Régie des eaux. Où, ils ont simplement multiplié le prix des factures. C'est comme si on n'avait pas eu une sorte de... ce cadeau, je permets de la gratuité, merci, du président de la République. Les factures sont arrivées en hausse. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que les gens se sont plaints? J'ai entendu quelques compatriotes le dire, mais moi je ne suis pas agent de la Régie des eaux. Mais vous êtes élu du peuple, votre voix porte. Si vous allez à la Régie des eaux, on vous écoutera. Vous êtes élu du peuple. Les factures sont calculées en fonction du volume d'eau consommée. Je crois que c'est en mètres cubes, je sais pas exactement, je suis pas expert, mais c'est par rapport au volume. Si par exemple, parce que les factures ne peuvent pas venir, vous pouvez pas être taxé du même montant tout le mois, tout dépend de la consommation d'eau, tout dépend de la quantité d'eau consommée par vous. C'est comme ça que les factures viennent. Il peut se révéler que ces mois, par exemple, vous avez consommé beaucoup d'eau, la facture ne viendra pas de la même manière que la facture précédente ou la facture antérieure. Donc je ne sais pas trop confirmer justement cette plainte, si réellement il y a une surfacturation, mais je crois que nous avons des dirigeants qui sont responsables, ils ne peuvent pas charger la population. Déjà, nous sommes dans une situation... Je suis votre administré, il faut y aller un peu à la Régie des eaux et demander. D'ailleurs, ça nous permet, nous sommes pendant les vacances parlementaires, les temps pour nous d'effectuer des descentes. Malheureusement, avec la Covid, on ne sait pas aller au contact de nos électeurs. Donc, mais nous allons vérifier, si tel est le cas, en tout cas, nous allons hausser la voix pour que les choses puissent changer. Nous allons, mesdames et messieurs, parler du 30 juin. Cette semaine, nous avons célébré les 60e anniversaire de notre indépendance. On a élevé, comme vous le savez, le tout premier président de la République démocratique du Congo au rang de héros national. Et beaucoup de gens ont trouvé cela bien, mais il y a toujours des récalcitrants qui n'ont pas accepté cela. Je vais d'ailleurs demander à Francis s'il est pour ou contre l'élévation de Joseph Kasavubu comme héros national. Et évidemment, on a rendu aussi un hommage vibrant au tout dernier ancien combattant qui a en tout cas participé à la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1940-1945, Daniel Mouki, qui a rendu l'âme il y a plusieurs mois déjà et qu'il a été enterré dignement. Image, s'il vous plaît. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin. Celle de nos deux héros, au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant
nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Déjà avant l'indépendance, dans son discours visionnaire d'Accra en décembre 1958, Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'instigation de puissances extérieures en complicité avec des enfants du pays et des pays voisins. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et le sentiment patriotique qui font de nous les fils et les filles de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. Grâce à l'implication du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, les hommages de la nation congolaise au premier sergent Daniel Myuki, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale 40-45, ont démarré ce lundi 29 juin 2020. Le numéro 1 du secteur, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo Kabinga, a déposé une gerbe de fleurs devant l'effigie de l'illustre disparu au mémorial des anciens combattants à la place du rond-point Force publique. Au nom du commandant suprême et du ministre à la Défense nationale, nous avons tenu vraiment organiser une grande cérémonie pour montrer à la face du monde que l'armée congolaise n'a pas ignoré ou oublié ceux qui se sont battus au nom de leur sang pour la patrie. Nous nous sommes engagés de les décorer ainsi que ceux qui sont encore vivants parmi ceux qui étaient battus pendant la guerre 40-45. Puis, s'en est suivi d'autres autorités militaires et civiles ainsi que les membres de la famille du défunt qui, tous à leur tour, ont déposé leurs gerbes de fleurs et allumé les bougies en mémoire du premier sergent Daniel Myuki. Le professeur Daniel Voto parle ici d'une démarche pour la valorisation des hommes en uniforme qui a atteint ses objectifs. Une grande satisfaction parce que c'était ça notre combat. Nous avons voulu que Daniel ne passe pas inaperçu, qu'il ne puisse pas être enterré comme tout le monde parce qu'il a donné de sa jeunesse, il a donné de sa vigueur pour ce pays. Et comme les circonstances ont fait qu'il soit enterré le 30 juin, une date symbolique pour ce pays, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Et nous remercions les autorités, soit les autorités militaires, les autorités de la République à haut niveau, qui ont permis que ça se passe ainsi. Un pari gagné aussi pour le patron des anciens combattants, Sylvain Mutombo, qui n'a ménagé aucun effort pour rendre des honneurs et hommages dignes de son rang à ces vaillants héros et membres du corps expéditionnaire à Gambela dans la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Francis, nous avons suivi le discours du chef de l'État par rapport à l'élévation de Joseph Kasavubu comme héros national. Question directe, pour ou contre? Je suis pour. Pourquoi? Non, mais vous savez, madame, si Patrice Emery Lumumba a été consacré héros national par les dirigeants congolais ou l'ancien président, c'est par rapport à ses prouesses. On a reconnu en lui une personne qui luttait contre la balkanisation, c'est-à-dire contre l'impérialisme, etc., contre les traitements que subissaient nos sœurs et frères, infligés par les colonialistes. Donc, c'est-à-dire, c'est par rapport à ses prouesses qu'il a été reconnu comme tel. Et moi, je crois qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un aussi, avec l'Abaco, etc., qui s'était battu, non seulement pour l'indépendance, mais aussi contre ces genres de pratiques. Et surtout qui fut notre premier président, et il s'était illustré dans une gestion optimale des ressources de l'État. Vous savez, héros national, ça ne veut pas seulement dire que vous puissiez mourir pour un pays. Vous pouvez effectuer ou accomplir des exploits. Sur bas de ces exploits-là, les gens peuvent vous reconnaître comme étant un précurseur par rapport à votre lutte ou à votre combat et vous reconnaître justement cette étiquette. Je prends l'exemple par exemple d'Étienne Tshisekedi d'aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il s'est battu bec et ongle au prix de sa vie pour l'instauration de l'état de droit
pour l'instauration d'une justice équitable dans notre République. Il a combattu les antivaleurs, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, reconnaître en ces messieurs une certaine... il n'est pas héros national, je sais. Il n'est pas héros national. Il n'a pas été élevé, il n'a pas été élevé héros national. Il a eu le prix dans l'ordre Kabila, Lumumba, etc. Donc, vous voulez qu'il soit en tout cas par rapport à ses prouesses, par rapport à son combat, par rapport à tout ce qu'il a réalisé, je crois qu'il les mérite bien. Bon, j'aime bien le parallélisme. Par rapport à son combat, il mérite d'être héros national. Mzé aussi, certains diront, par rapport à son combat, c'est le tombeur de Mobutu, qu'on le veuille ou pas, c'est Mzé. Mzé aussi a droit d'être élevé au rang de héros national. Vous savez, madame, chacun aura ses raisons. Voilà, c'est pour dire que nous sommes dans une république où la liberté d'expression, c'est la règle. Ça veut dire, une autorité peut prendre une décision, et laquelle décision être contestée par ses compatriotes. Donc il y aura toujours des avis divergents, ça c'est une évidence. Il y aura toujours ceux qui seront pour, il y en aura aussi ceux qui en seront contre. Et le plus important, c'est de reconnaître les mérites des gens. Il faudrait à un moment donné s'arrêter, essayer de regarder dans le rétroviseur par rapport aux réalisations des uns et des autres, voir qui mérite réellement une certaine reconnaissance de la nation. Donc il ne faudrait pas ici, parce que vous ne partagez pas ses convictions, parce que vous n'êtes pas de sa famille politique, contester une certaine élévation de la personne qui, naturellement, sur base des critères objectifs, l'aurait mérité. Donc le plus important ici, c'est d'avancer. Cette reconnaissance, c'est vrai, elle est venue un peu plus tard, mais elle valait son pesant d'or, parce qu'on ne peut pas mettre dans les paniers de l'histoire une personnalité comme le président l'a relevé. Ils étaient de tempéraments différents. On connaît Lumumba était bouillant, chaud bouillant, il parlait, il disait ce qu'il pensait. On se réfère à son discours du 30 juin par rapport à Kasavubu qui était plus pondéré, plus calme. Mais on dit aussi, selon l'histoire, que c'est à cause de ces deux tempéraments que l'on a basculé dans la guerre, pas la guerre, mais les troubles de 60-65. Vous vous rappelez, quand les politiciens ne parvenaient pas à se mettre ensemble, qu'il y a eu un troisième larron qui est sorti et qui a pris le pouvoir tout bêtement, j'ose le dire aujourd'hui, en 1965, parce que les politiciens ne s'entendaient pas. Alors aujourd'hui, l'histoire, comme on le dit, n'est qu'un perpétuel recommencement. Alors aujourd'hui, j'ose vous poser cette question, Francis. Est-ce que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les tensions, les problèmes, les gens qui ne s'entendent pas et tout ça, est-ce qu'il n'y aura pas un troisième larron qui sortirait dans ses eaux et qui prendrait le pouvoir tout bêtement comme Mobutu en 65? Moi, j'aime bien le parallélisme parce que l'histoire est là, ça nous aide à comprendre. Je n'aborde pas les choses je vous en prie. De votre manière. Donc je souhaite vraiment pas faire ces parallèles-là, personnellement, parce qu'il faut comprendre que certains comportements de nos jours sont moyenâgeux, sont vraiment dépassés. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, l'évolution du monde, on ne peut plus parler, par exemple, de coups d'État. Ça, c'est vraiment, il faut oublier complètement. Donc, il n'y a aucun État aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu plusieurs coups, je crois 2-3 coups d'État ont été effectués en Afrique, mais il y a eu de voix concordants d'ailleurs qui ont demandé à ce qu'il y ait retour à l'ordre constitutionnel. Okay. Donc aujourd'hui, aucun État ne peut soutenir une quelconque rébellion. Donc c'est vraiment dépassé. C'est comme la colonisation aujourd'hui, c'est comme les tortures. C'est-à-dire que ça évolue avec les temps. Et les temps où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus parler de ces choses. Mais vous savez, dans toute famille, les problèmes ne manquent pas. Nous sommes en train de gérer l'État. Certains les gèrent avec des états d'âme. C'est naturel que nous puissions nous retrouver dans cette situation-là. Mais je profite de votre micro pour interpeller tous les politiques à considérer que nous avons tous une seule colonne vertébrale, qui est la République démocratique du Congo, pour qui, bien entendu, nous devons mouiller nos maillots, travailler justement pour son épanouissement. Donc on ne peut pas ici, pendant que tous nous nous reconnaissons Congolais, s'entre-déchirer pour des intérêts catégoriels, ce qui n'est pas acceptable. Le plus important, c'est de voir de l'avant, c'est d'avancer, parce que notre population n'attend pas de ces guéguerres. Notre population a besoin que ces problèmes trouvent satisfaction. Et son problème, ou leurs problèmes, ne trouveront satisfaction que par les actions coordonnées, efficientes, justement, de l'exécutif, de ceux qui sont
censés gérer l'État. Donc on n'a pas besoin de toutes ces guerres et je vous assure qu'il n'y aura rien qui va se passer. Merci Ce sont beaucoup juste des tensions, de nous rassurer. mais déjà il y a accalmie. Francis, merci de nous rassurer, de rassurer cette population. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'indépendance. On est indépendant depuis 60 ans. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes... comment je peux m'exprimer? Nos frontières sont devenues hyper poreuses aujourd'hui. Presque 7 pays voisins sont dedans. Dans notre... Et moi, ce qui me choque personnellement, il y a même les Sud-Soudanais aujourd'hui qui osent entrer chez nous, violer nos femmes, brûler nos villages et piller. Les Sud-Soudanais, s'il vous plaît. Alors, lors du Conseil de ministres, le chef de l'État parle de diplomatie. Ça énerve beaucoup, parce que les gens qui viennent chez nous tuent, pillent, violent. Mais nous parlons de diplomatie. Est-ce que ce n'est pas une sorte de, Francis, de faiblesse, je ne sais pas, est-ce que nous sommes incapables de faire la réciprocité? Vous entrez chez nous, vous violez, nous entrons chez vous, vous violez. Qu'est-ce qui manque à notre armée pour faire la réciprocité? Bon, madame, c'est vrai que les instruments internationaux autorisent, dans pareille situation, de répliquer. Donc nous sommes dans une situation d'autodéfense pratiquement, exactement, de légitime défense. Mais vous savez, la guerre ne résout toujours pas le problème. La partie qui fait l'objet justement d'incursions, etc., c'est une partie qui n'a pas encore, qui échappe encore au contrôle du gouvernement, au contrôle de notre armée. Vous-même, vous savez que la partie Est, juste aujourd'hui, il y a des postes, il y a des groupes armés, etc., il y a des tueries, mais le gouvernement est en train de faire son possible pour essayer d'éradiquer justement ces genres de trucs. Donc, sur le plan diplomatique, ce n'est pas mauvais. Vous savez aussi que la diplomatie peut résoudre beaucoup de problèmes en amont comme en aval. C'est-à-dire, si nous constatons réellement qu'il y a nos frontières sont poreuses, bon, c'est dû au fait que peut-être que ces parties-là ne sont pas encore entièrement contrôlées par notre armée, mais si nous constatons que ça devient récurrent, on peut, le chef de l'État, avec son costume de premier vice-président, je crois, de l'Union africaine, il peut peser de son poids pour résoudre le problème sur le plan diplomatique. La guerre n'apporte toujours pas de solution. On a plusieurs fois les États-Unis, ils n'ont jamais trouvé de solution. Donc aujourd'hui, c'est plus les volets diplomatiques qui est en train de porter ce fruit. Et s'il faut opter pour justement pour cet aspect de choses, moi j'en vois pas d'inconvénient. Et je sais que ça va passer, c'est juste un fait de paille, ça va passer. Et nous allons recouvrer justement notre pays. Un an que le président de la République était allé à Djougou, ça va faire une année. Et aujourd'hui, on compte plus de 3000 morts. Déjà. À Djougou. Et je me rappelle de la phrase du chef de l'État, il a dit qu'il était prêt à donner sa vie pour qu'il y ait la paix à l'est de la République. Alors nous espérons vraiment que d'ici là, la paix reviendra, comme vous avez dit, que c'est un feu de paille. Vraiment qu'on protège ne fût-ce que la population, parce que là, les images sont assez horribles et poignantes. Nous avons vu... l'hommage rendu à ce dernier ancien combattant qui a participé à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Il était à Gambela en Éthiopie. Nous avons vu les hommages. Moi, j'aime toujours aller à contre-courant des choses. Quand il était vivant, qu'est-ce qu'on avait fait? Quand il était vivant, je ne sais pas, j'ai vu les conditions dans lesquelles il vivait. D'ailleurs, je remercie M. Voto, qui est assistant à l'EFACI, qui avait d'ailleurs fait réaliser ces documentaires. C'était d'ailleurs grâce à lui qu'on a su d'ailleurs qu'il y avait encore 2 survivants de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. On rend hommage qu'aux morts et jamais aux vivants. Bon, on les déplore. C'est une mauvaise pratique, mais heureusement, ces hommages, il les a bénéficiés sous les règnes du président Félix. Il vous souviendra qu'il ne cesse d'insinuer que l'homme congolais doit être au centre de son action. Vous savez, notre République doit être reconnaissante vis-à-vis des gens comme les sergents Daniel Mwiki. Donc, il faudrait quand même que, c'est ce que je venais de dire tantôt ici, il ne faut pas teinter notre raisonnement ou nos considérations de certaines considérations partisanes. C'est-à-dire parce qu'il n'est pas de ma tribu, parce qu'il n'est pas de ma province, parce que nous ne partageons pas les mêmes convictions, je m'interdis de regarder objectivement ces réalisations. Donc il faudrait quand même que la République adopte cette attitude de
non seulement d'encourager ses fils et ses filles qui sont en train de faire des exploits, mais aussi les accompagner. Il ne suffit pas d'encourager, il faut aussi être à leur chevet quand ils ont besoin justement du secours de la République. Donc déjà, j'applaudis, je félicite le président de la République, j'applaudis les ministres des anciens combattants qui déjà à la prise de ses fonctions, il s'était fixé cela comme cap, comme objectif à atteindre. Il est vraiment au chevet des anciens combattants, il est vraiment au contact des anciens combattants, et c'est vraiment une très bonne chose parce que ces gens-là, aujourd'hui, les gens se plaignaient que nos anciens léopards sont abandonnés à leur triste sort, alors que ce sont des gens qui ont quand même hissé haut la République démocratique du Congo, avec les exploits qu'ils ont fait, etc. Donc il faut qu'on reconnaisse, c'est une manière pour nous d'encourager aussi ceux qui peuvent faire quelque chose pour porter haut l'étendard de la République. Nous allons à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Vous avez suivi depuis quelques semaines cette péripétie de la loi Minakusakata. D'ailleurs, le chef de l'État en a parlé lors de son discours. Évidemment, il y a eu suspension de ces 3 propositions de loi. Ça a été suspendu, mais nous avons ouï dire que peut-être vers la rentrée de mois de septembre, probablement, on remettra ça sur la table. Passera pas, c'est ça la grande question. Donc, 3e élément, mesdames et messieurs. La PAJ, telle qu'on vient de l'apprendre ensemble avec vous, a terminé son travail technique et a transmis au bureau. Mais à la suite de la réunion que nous avons eue, à laquelle nous avons été invités, il est apparu que non seulement les 3 propositions de loi, mais toutes les 6 propositions qui sont actuellement en instance, pour des raisons de timing, étant donné que la session prend fin dans quelques jours, il ne sera donc pas possible d'analyser de manière très approfondie des lois qui intéressent la population, de sorte qu'il a été jugé nécessaire, et en suivant la procédure, que ces lois soient présentées en plénière, certainement à la session prochaine. Ce qui fera que pendant ce temps, les différents initiateurs, qu'il s'agisse de 3 propositions de loi qui nous concernent ou d'autres propositions de loi, que nous puissions faire un débat citoyen avec la population, avec les magistrats, avec l'Église, pourquoi pas, et avec les étudiants, les universités, parce que nous sommes également des enseignants, pour qu'on puisse comprendre le bien fondé de ces propositions de loi. Je dois bien ajouter que le niveau de manipulation, d'intoxication a atteint un niveau tel que les gens ne savent même plus lire le contenu de ces textes. Donc nous allons donc profiter de ce moment de répit pour faire comprendre à la population que le contenu n'est pas anticonstitutionnel et qu'il n'y a ni cynisme ni malice dans les différentes propositions qui ont été présentées. Voilà un peu de manière sommaire ce que nous pouvons dire, tout en retenant qu'il ne s'agit que de propositions de loi. Une proposition de loi n'est pas une loi. Le processus poursuit son cours, ça passera d'ici jusqu'au Sénat, du Sénat jusqu'au Président de la République, jusqu'à la Cour constitutionnelle et ainsi de suite. Donc nous ne sommes qu'au niveau des propositions, mais que cela se fera mieux à la session prochaine. Dans son discours à la Nation, en marge du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi a soutenu qu'il n'acceptera sous aucun prétexte une réforme du statut des magistrats. Une position saluée par Henri Christian Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24. Un sentiment de satisfaction parce que le chef de l'État a écouté aussi la voix de la sagesse, parce que ces lois-là, comme société civile, nous avons dit que ce sont des lois antidémocratiques et qui viennent réduire vraiment le pouvoir de la justice et que ça ne pouvait pas passer et que société civile, nous disons, pas que c'est à ces lois-là, pas que c'est à la désignation des animateurs de la CENI pour l'instant que le FCC veut forcer. Et lorsque le chef de l'État vient dans ce sens-là, nous pouvons que lui applaudir. Pour Gérès Sanjola, le chef de l'État doit veiller aux réformes qui encouragent le veille judiciaire et non à bloquer le pouvoir judiciaire. L'éveil judiciaire que nous assistons maintenant, nous l'encourageons. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des lois ou des propositions de loi ou des réformes dans les sens à restreindre ou à bloquer, à freiner cela. Donc le chef n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord pour les lois Minaku. Donc ce qu'il faut relever ici, c'est que ce que Minaku et Sakata ont fait, Sakata est juste un travail parlementaire. Toutefois,
Ces deux personnalités félicitent le président de la République d'avoir élevé l'ancien président Joseph Kasavubu au rang des héros nationaux. M. Kasavubu, c'est parmi nos pères de l'indépendance. Malheureusement, il a été oublié pendant très longtemps. Dieu merci, le chef de l'État l'a reconnu. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, surtout dans l'orthodoxie et la bonne gouvernance. Joseph Kasavubu, c'est un modèle de la gouvernance et que nous pensons qu'au lieu de se limiter seulement à lui élever au rang des héros nationaux, pourquoi pas les pays puissent les consacrer, même créer un prix Joseph Kasavubu pour la bonne gouvernance. Signalons que le chef de l'État a, dans son adresse à la nation, soulevé tous les problèmes de l'heure auxquels les Congolais font face. Francis, vous êtes député. Une proposition de loi, ce n'est pas une loi. On l'a dit, on le sait clairement. Alors pourquoi ça excite les gens? Permettez le terme aujourd'hui. Ce n'est qu'une proposition, tout simplement. Il a dit, votre confrère, si je me permets, a dit que ça passera à l'Assemblée, à la Commission, à l'Assemblée, au chef de l'État, à la Cour constitutionnelle. Il y a des étapes à suivre. Mais pourquoi ça excite la population, cette loi? Une proposition de loi, c'est pratiquement une loi après avoir suivi toute la procédure. Okay. Il s'agit d'une loi organique, c'est-à-dire quand l'initiative de la loi vient du député, on l'appelle proposition de loi. Quand ça vient de l'exécutif, c'est un projet de loi. Donc, il y a eu une proposition de loi qui a été initiée, 3 propositions d'ailleurs, qui ont été initiées par le duo Sakata-Minaku, qui devaient suivre en principe leur cours normal. L'Assemblée, etc., les Sénats, en principe l'avis d'abord, l'avis du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui va mettre en application cette loi, qui va veiller à l'exécution justement c'est ça la procédure à suivre. En principe, ils doivent envoyer ça au gouvernement pour l'avis. Le gouvernement doit donner son avis. Je prends un exemple. Je suis par exemple, comme député provincial, j'initie une proposition d'édit, par exemple, qui mettra le gouvernement provincial en difficulté d'exécuter justement les attendus de cette proposition d'édit. Voilà pourquoi il faut d'abord que l'avis arrive. À moins que l'avis ne vienne pas, malgré que les gouvernements soient saisis, justement par la présidente de l'Assemblée. Mais on a vu ce qui s'est passé. Le problème, c'est que, vous savez, vous pouvez avoir des bonnes intentions, mais lorsque vous faites des choses en catimini, tout le monde sait que le gouvernement n'avait pas donné son avis. On a envoyé un avis favorable au nom du gouvernement, alors que ces 3 propositions de loi n'ont pas été débattues au sein du gouvernement. Il a triché, le ministre de la Justice a contourné le gouvernement. Qu'est-ce que les initiateurs de ces propositions de loi cachent? Voilà, c'est les soupçons. Lorsque vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites votre travail des parlementaires. Ce qu'ils ont fait, c'est leur travail des parlementaires. Mais pourquoi il faut faire des choses dans la précipitation? Pourquoi il faut faire des choses en catimini, etc. Et les gens deviennent soupçonneurs. Même si la loi était bonne, justement, automatiquement, les gens seront très dubitatifs par rapport à cette loi. Froidement. Donc, déjà, la télé, c'est le temps, pardon. Froidement. Est-ce que cette loi est antidémocratique, anticonstitutionnelle? Est-ce que cette loi, qu'est-ce qu'elle a de mal? Non, en tout cas, sans loi, parti pris. Non, objectivement, cette loi viole la Constitution de la République. Dans plusieurs de ses dispositions. Par exemple, lorsqu'on confie la discipline de magistrat à un ministre, par exemple, ça c'est du ressort du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre peut engager, peut nommer justement de magistrats, même à titre provisoire. Non, ça c'est du ressort du président de la République. Donc il y a des choses qui violent la Constitution. Il y a des dispositions qui violent la Constitution et on ne peut pas laisser passer comme ça. La population, vous savez que la souveraineté revient au peuple. La population peut barrer, peut faire ombrage, comme elle peut empêcher justement l'élection d'une loi, le vote d'une loi, excusez-moi. Donc déjà, ces propositions de loi violent la Constitution, mais aussi la manière dont les initiateurs ont procédé, ça a éveillé les soupçons, et là l'opinion qui pense que ces propositions ont été initiées pour s'attirer une certaine protection, on fait allusion
aux anciens dignitaires, donc à ceux qui avaient géré une certaine protection, n'ont pas du tout tort. Aujourd'hui, nous commençons à leur donner raison parce que tout porte à croire, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là que ces propositions de loi ont été initiées. Donc, vous, comme Francis Tchibalabala, je sais que vous êtes de l'UDPS, beaucoup disent que simplement, vous combattez cette loi-là simplement parce que leurs initiateurs sont du FCC. Si c'était quelqu'un de l'UDPS ou de CACH qui avait proposé cela, vous savez, il n'y aurait pas eu... D'ailleurs, ça n'allait pas passer parce que nous sommes un parti politique organisé. Lorsque vous avez une proposition de loi, la proposition de loi doit avoir l'aval de votre groupe parlementaire, c'est-à-dire de votre parti politique. Vous ne pouvez pas en électron libre aller initier une proposition de loi ou une proposition dédiée. Donc déjà, en amont, il faut que cette proposition soit censurée à l'interne. Qu'on voie est-ce que la proposition est telle conforme à la Constitution. Est-ce que la proposition est dans le sens d'accompagner les chefs de l'État? Parce que le chef de l'État avait, lors de son discours d'investiture, et dans tous les grands forums, dit qu'il faut une justice indépendante. Il faut l'instauration d'un État de droit. Est-ce que le fait que les magistrats seront contrôlés par les ministres, les ministres auront le pouvoir d'ordonner aux magistrats d'engager les poursuites et d'arrêter les poursuites contre une personne, n'est-ce pas que ça... C'est pas ça la République des juges dont se plaint Madame Mabunda, par exemple, parce qu'il a dit, vous donnez aussi trop de... Parce qu'aujourd'hui, on arrête à un tour, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, on arrête sans procédure, un ministre, on se réveille le matin, on envoie des policiers, des militaires, on arrête un ministre sans suivre la procédure. Les magistrats, les juges en font un peu trop parce qu'ils ont un excès de pouvoir sans une... institution de contre-pouvoir. Il y a les conseils supérieurs de la magistrature est là pour veiller aux faits et gestes de magistrats. Du moment que cet organe ne s'est pas saisi contre un magistrat, je pense qu'ils sont en train de faire leur travail dans les stricts textes de loi sur base desquels ils se fondent. Donc ce n'est pas la République des juges, madame. Vous savez, dans ces pays, l'impunité était devenue... avait dépassé vraiment les bornes, l'impunité. Si notre pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de l'impunité, à cause des détournements, à cause de la gabégie, à cause du clientélisme, du népotisme, etc. On ne doit pas continuer comme ça, madame. Nous aspirons tous à l'émergence de notre pays et il faut appliquer de loi, il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière nous qui sommes dirigeants, nous sommes... en train des gestionnaires bien entendu, il faut qu'il y ait des gens qui puissent veiller à nos faits et gestes. On ne peut pas ici recevoir carte blanche, poser des actes en violation des textes et bénéficier d'une certaine couverture, d'une certaine protection. Ça ne fera pas avancer les choses. Nous ne sommes pas dans une république des juges, mais seulement l'état de droit refait surface, mais seulement les juges aujourd'hui ont une liberté de travailler et je crois que c'est une très bonne chose. Moi qui suis gestionnaire, par exemple, je suis maintenant en train de contrôler tous mes faits et gestes. J'ai les pouvoirs de signer, mais avant de signer, je dois veiller. Est-ce que je n'ai pas violé la Constitution? Est-ce que je n'ai pas violé les lois organiques? Est-ce que je n'ai pas violé les lois ordinaires? Donc, je suis vraiment méticulé. Je suis en train de mettre des gants avant de poser des actes. Et c'est comme ça qu'on va relever notre pays. Merci beaucoup. Nous allons parler d'ailleurs de l'arrestation du ministre de la Justice parce que selon les réseaux sociaux que nous suivons, il a démissionné, mais nous n'avons pas encore la source officielle de sa démission. Elle est encore là malgré que le chef de l'État ait demandé sa déconnexion du Conseil du ministre. Et nous allons parler de la réaction de Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Il avait été cité comme étant parmi les commanditaires de la République du Kivu. Nous avons suivi les photos, je l'ai posté personnellement, le drapeau qui a flotté dans la ville de Bukavu parlant de la République du Kivu. Alors, le prix Nobel de la paix a réagi. Suivons.
Depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux de messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu. Un projet dénué d'essence qui ne rencontre ni les intérêts du peuple, encore moins ses aspirations. À en croire le docteur Denis Mukwege, ce jeudi 10 juillet 2020, les instigateurs de ces projets ont publié illégalement son nom sur la liste de membres du prétendu gouvernement. D'où sa désapprobation face à ces agissements. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passible de poursuites judiciaires. Sous un ton sévère, le prix Nobel de la paix attire l'attention de la population sur le piège que cachent ces fallacieux projets visant la déstabilisation du pays. Ces auteurs seraient les mêmes traîtres qui, depuis 25 ans, en complicité avec des forces étrangères, imposent à nos populations des guerres et des souffrances insupportables. Leur but est de nous voir divisés et affaiblis pour mieux piller nos ressources naturelles et asservir notre population. Tout en dénonçant fermement l'indifférence de la communauté internationale dans cette affaire, Denis Mukwege appelle le gouvernement à mener des investigations afin de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces complots. J'appelle la justice congolaise et la justice internationale enfin d'œuvrer à l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo et ou des chambres spécialisées mixtes pour poursuivre et condamner les auteurs des crimes commis au Congo depuis au moins 30 ans jusqu'à ces jours. Le prix Nobel de la paix s'est dit déterminé à défendre la RDC dans toutes ses frontières en restant attaché à l'unité nationale, à la justice et à la paix. L'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux est abondamment commentée. Pour Isaac Bakoukou, cadre du Parti démocrate chrétien, le Premier ministre confond la procédure de s'adresser aux garants de la nation. Il a déploré les propos du secrétaire permanent du PPRD. Nous sommes choqués parce que ce n'est pas comme ça que le Premier ministre s'adresse au président de la République. Nos amis, ils s'expriment par émotion, par saut d'humeur. Il faut qu'on donne la chance aux magistrats et que le magistrat doive s'amender, qu'ils reviennent dans le sentiment que la justice élève une nation. C'est ça ce que nous souhaitons. Ce défenseur des droits de l'homme, Carlos Mupili, soutient qu'il s'agissait bel et bien d'une arrestation arbitraire, mais il suggère que la justice soit indépendante. Il s'agissait peut-être d'une faute administrative. Lorsqu'on est encore dans les affaires, c'est le moment de mettre la justice forte et indépendante et une justice qui respecte les droits de l'homme. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, rebelle, a prêté serment devant la Cour suprême de justice que Mobutu manipulé. L'IDPS doit se souvenir, elle est venue d'où? Ses ancêtres de 60 à 80 avec Mobutu, ils ont manipulé la justice. François Mouabali, cadre du PPRD, trouve pour sa part que les propos des Chadari sont normaux en tant que chef du parti. Il rappelle aussi que le PPRD est le géniteur d'état de droit inscrit à l'article 1er de la Constitution. Il y a une justice, il faut suivre des voies tout à fait légales pour pouvoir interpeller un ministre de la Justice. On n'a pas été d'accord. Voilà pourquoi le camarade secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadar Emmanuel, a haussé le ton en tant que commandant des troupes. Il dit si nos amis ne sont pas d'accord avec la coalition, qu'ils nous disent nous allons partir avec la cohabitation. On ne peut pas vouloir une récupération politicienne et malveillante d'un fameux état des droits à confondre avec une république de règlement des comptes. Ici est de noter que la réforme de la justice congolaise, initiée par quelques députés du FCC, est à la base de la tension observée au sein de la classe politique congolaise. Francis, avant d'entrer dans les propos du prix Nobel de la paix, nous revenons à l'arrestation du ministre de la Justice. Hein. Il est VPM d'ailleurs, non? En effet. De la Justice. Donc beaucoup disent la procédure n'a pas été respectée. Il a été arrêté comme un vilain monsieur, comme un voleur, sans le respect de la procédure. C'est pour ça que M. Chadari s'est énervé, s'est élevé, a dit non, trop c'est trop, si vous ne nous respectez pas, fini la coalition, entrons en cohabitation. Bon, madame, vous savez, les gens ont tendance à jeter les discrédits sur notre justice et c'est à dessein qu'ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils sont en déphasage avec l'évolution de choses.
Ils pensent que nous sommes dans l'ancien temps où la justice était muselée, la justice était instrumentalisée, etc. Ils gardent encore le vestige, justement, de... Je vous arrête. La main sur le cœur. Dites-nous, aujourd'hui, la justice n'est pas instrumentalisée. Non, je vous arrête. Non, je vous réponds tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, la main sur le cœur, la justice congolaise n'est pas instrumentalisée? Je ne pense pas. Ok. Je poursuis, madame. Vous savez, les vices des procédures, on les constate partout, même aux États-Unis, en France, dans des vieilles démocraties. Ça existe toujours. Mais les gens, l'opinion doit retenir aussi. Vous pouvez être ministre. Il bénéficie justement de... avant qu'on enclenche de poursuites contre un ministre, par exemple, il faut l'autorisation. Ils sont sous le régime de l'autorisation de l'Assemblée. Mais lorsqu'il s'agit de la flagrance, on n'a pas besoin de cette autorisation. C'est comme les immunités parlementaires. Donc vous avez des immunités, mais lorsqu'il y a flagrance, on peut se passer de la levée des immunités et mettre la main sur vous. Donc moi je pense, si les procureurs estiment qu'il y avait effectivement flagrance, et sur base justement de cette flagrance, qu'il a mis la main sur le vice-premier ministre de la Justice, je crois qu'il ne s'est pas écarté du droit. Et là encore va s'inviter un autre débat, celle de savoir si celui de savoir si réellement il y a eu flagrance ou pas. Exactement. Là, c'est vraiment une discussion et chacun va tirer les draps de son côté, mais nous devons reconnaître que des vices de procédure, ça existe dans tous les pays du monde. Vous nous avez dit que la justice aujourd'hui, elle est totalement indépendante. Totalement la main sur le cœur. Mais les gens ont aussi cette impression que la justice est devenue les bras séculiers où il y a aujourd'hui des règlements de compte. Comme je ne peux pas t'atteindre directement, eh ben, j'utilise la justice aujourd'hui. Exactement, on dit qu'aujourd'hui ce sont des règlements de compte par justice interposée. Si c'était ça les postulats, si c'était ça la vraie raison, en tout cas, il nous faut construire une autre prison. Tous ceux qui sont en liberté aujourd'hui, ils traînent des casseroles. Tous ceux qui ont géré dans ces pays. Bon, pas tous. Il est certes vrai qu'il y a aussi des gens honnêtes, des gens intègres, des gens sérieux, qui n'ont pas trempé dans des détournements, etc. Mais je vous dis, la plupart de ceux qui étaient aux affaires ne seraient pas en liberté. Donc, il ne s'agit pas de la chasse aux sorcières, il ne s'agit pas des règlements des comptes, seulement les Congolais ou tous les citoyens doivent comprendre que dorénavant, nous devons mieux nous tenir pour éviter justement d'être aux prises avec la justice. Donc, il ne faut pas nous amener sur un terrain subjectif, parce que ça c'est une fuite en avant. Lorsque vous posez des actes, vous devez en assumer les conséquences. Nous avons suivi le prix Nobel de la paix. Il a dit que son nom a été cité dans cette dans ce fameux gouvernement de la République du Kivu. Mais aujourd'hui, on sent ce relent revenir. Moi, c'est vrai que vous n'aimez pas les parallélismes, mais moi j'aime bien parce que l'histoire nous aide toujours à jeter un coup d'œil et voir un peu ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on a l'impression, Francis, de revivre 1960. Aujourd'hui, avec ces relents de tribalisme, avec ce relent de sécessionnisme qui revient, la séparation, comment on appelle ça d'ailleurs, quand un État sorti de la sécession, tout ça, ça revient en force. Et cette semaine, nous avons vu ce fameux drapeau planté en pleine ville de Bukavu, aux yeux à la barbe des autorités. Comment expliquez-vous aujourd'hui, Francis, ce relent de sécession en République démocratique du Congo? Est-ce que notre nation aujourd'hui risque cette balkanisation qu'a tant redouté Patrice Emery Lumumba? Madame, vous savez que moi personnellement j'ai toujours considéré que la République démocratique du Congo est une vraie nation. Le vouloir vivre collectif, c'est notre partage. Vous savez, même s'agissant du tribalisme, moi je suis Kassaïen. La commune de Massina est constituée en grande majorité des gens du Bandundu. Mais j'ai été élu, je suis les maires élus dans cette circonscription électorale. Donc aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des tribus qui se marient. Moi, dans ma famille, par exemple, j'ai des nièces qui sont équatoriens, qui sont du Bandundu, du Bas-Congo, etc. Donc je ne peux pas avoir une haine contre une tribu. Ça serait, bien entendu, creuser la fosse contre mes nièces et neveux. Donc,
ce sont des choses qui sont entretenues par des politiciens. Là, il faut le reconnaître. Qui tirent les ficelles. Hein. Pour besoin des, excusez-moi, pour besoin des positionnements politiques, ils font ressurgir cette comment j'ai cette histoire de tribalisme, de séparatisme, etc. Ce sont des choses qui profitent rien qu'aux politiques. Mais la population congolaise aujourd'hui exprime un vouloir vivre collectif. Et il est certes vrai que certains Congolais sont parfois bernés par ces genres de discours. Ils sont parfois séduits. Mais en grande partie, donc la population congolaise veut vivre ensemble, et les séparatismes, etc., sécessionnisme, tout ça, moi je vois pas cela s'est concrétisé dans notre pays, parce que vous avez vu juste après la réaction même de ceux qui vivent dans les Sud Kivu. Donc la majorité de ceux qui vivent étaient contre, ils ont condamné farouchement cette attitude. Donc si vous fouinez, vous remontez, vous verrez qu'il y a un politicien qui est derrière ça, et pour besoin des positionnements, il veut, c'est une manière pour lui de se faire entendre, de faire entendre sa voix. Et on vous reproche aussi, vous les députés, ces histoires de caucus 2. Ce sont des choses d'ailleurs que j'ai... Est-ce qu'on ne pouvait pas limiter ça aussi à l'Assemblée nationale? Parce que par rapport, on va y arriver, mais par rapport au dossier par exemple de Ronsard Malunda, aujourd'hui ce sont les députés caucus Nekongo qui disent... J'aimerais vous dire une chose. Depuis que j'ai commencé mes études, même à l'université, ces histoires existent. Je n'ai jamais fait partie à un groupe des ressortissants des... Ce sont des choses qui ne nous aident pas à avancer. Voilà pourquoi c'est pratiquement une niche de ceux qui violent les textes, une niche des voyous pratiquement, excusez-moi les termes, c'est-à-dire vous allez vous commettre des faits infractionnels, quand on met la main sur vous, nous les ressortissons ce sont des choses qu'il faut condamner, les caucus des soutenants tels, non, c'est le président de la CENI, c'est quelqu'un qui sera, c'est l'arbitre suprême des élections futures. Il ne doit pas avoir une couleur provinciale, une couleur régionale par exemple, donc c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlée, qui doit se départir de toutes ces considérations-là. Sinon, on verra plus d'élus de sa province, sinon, on verra les candidats qui sera proclamé président, sera de sa province. Donc, il faut bannir ces choses. Moi, je me suis toujours inscrit en faux contre ces genres de pratiques, et je crois que les Congolais sont en train de comprendre des choses. Ils vont nous suivre sur cette voie-là, pour que les choses changent quand même. Nous sortons un peu de la politique, nous allons revenir, nous prenons un peu l'économie, nous allons parler du dossier Bokanga-Ludzo, c'est vrai, ça a refait surface ces derniers temps, ce dossier, parce que le président, moi je l'ai suivi personnellement, dit, il faut maintenant commencer à fouiner un peu dans le passé, pour sanctionner un peu tout le monde, parce que d'ailleurs, Francis l'a dit, il y a beaucoup qui traînent des casseroles derrière eux, donc ça sera assez chaud si on commence à fouiner partout. Et nous avons aussi la plainte de Global Witness, hein, donc voilà, nous allons en savoir un peu plus tout à l'heure, et évidemment la réaction de Franck Diongo par rapport à la dette de FAI, parce que beaucoup disent que les tenants du FCC veulent s'approprier la magistrature parce que ce dossier FPI risque en tout cas de leur coûter très 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 cher. Suivons. Qu'il s'agisse de la réforme en cours de la justice, que je compte poursuivre et approfondir, de l'indispensable rattrapage en matière d'infrastructures de base, de l'accès à la santé, de la pacification intégrale du pays ou de la préservation de l'environnement, le Congo a grandement besoin de ressources et de méthodes pour poursuivre avec succès la mise en œuvre du programme pour lequel vous m'avez élu. Je souhaite que l'expérience douloureuse révélée au cours du procès en rapport avec le programme des 100 jours tourne définitivement la page de la longue série de projets et programmes qui, à travers l'histoire de notre pays, ont donné lieu à d'importants coulages des ressources publiques en toute impunité. Je pense notamment au projet de Bokanga-Ludzo, aux multiples cessions d'actifs miniers, aux projets de construction d'infrastructures routières, aéroportuaires et j'en passe.
Le défi du Congo, le défi du peuple congolais, c'est de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. À tout prix, nous devons y parvenir et nous allons y arriver. J'appelle le gouvernement de la République à engager des réformes sur l'ensemble de la chaîne de la dépense, afin que nos ressources publiques soient désormais mieux préservées et mieux utilisées. Dans un article publié le 1er juillet 2020 par Zoomeko.net, on y trouve une copie de la plainte d'Afriland First Bank Congo déposée auprès de la Cour d'appel de Paris mettant en cause Global Witness et PLAF, deux structures internationales connues pour leur lutte contre la corruption et que d'aucuns présentent comme étant proches de l'homme d'affaires George Soros. Afriland First Bank, par le biais de ses avocats, reproche à ces organisations internationales le vol, l'abus de confiance, le chantage, la corruption, la dénonciation calomnieuse, le recel, la violation du secret bancaire, le faux et usage de faux avec circonstances aggravantes de bandes organisées. Selon les premiers éléments d'enquête révélés par les avocats d'Afriland First Bank Congo, il est à noter par exemple que des fichiers volés dans cette banque ont été falsifiés par deux anciens employés en échange d'avantages provenant probablement de PLAF, en complicité avec Global Witness dans leurs enquêtes contre l'homme d'affaires juif Dan Gettler. Le conseil d'Afriland Bank dit avoir versé dans sa plainte 4 attestations, témoignages passés devant notaire en RDC en provenance des représentants d'ONG. Ces pièces indiquent toute la manière dont l'enquêtrice senior de Global Witness proposait de verser de l'argent aux agents de l'administration locale afin d'obtenir des documents administratifs et commerciaux en RDC concernant un client de la banque. Ces témoignages précisent que les propositions financières étaient faites par Global Witness aux ONG pour que ces dernières l'aident à récolter des informations de nature confidentielle concernant un de ses clients. Ces ONG ont même menacé de porter plainte à l'honneur et à la considération de la banque elle-même si des secrets, notamment bancaires, ne sont pas révélés à Global Witness et PLAF. De fait que dénonce Afriland First Bank qui désormais compte sur la justice parisienne pour être rétablie dans ses droits. On prépare des réformes judiciaires pour amputer, endiguer, réduire le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir du président de la République, de sorte que le ministre de la Justice devient le tout-puissant ministre. Ça, c'est enjeu. Premier enjeu. Deuxième enjeu. Avec la politique de combat contre l'impunité, contre la corruption, que le président Félix amène au Congo, parce que vous avez vu que dans les projets de 100 jours, c'est la première fois de l'histoire du Congo que l'État récupère 35 millions de dollars dans les comptes de l'État dans un procès. Raobank a payé une caution de 35 millions de dollars, c'est au trésor public. Dans les dossiers de 100 jours. Donc, et que un monsieur qui laisse sans injonction, qu'on juge son directeur du cabinet, qu'on juge le conseil financier de la maison publique en prison, qu'on juge son conseiller en prison. Alors ce monsieur, comme les gens du FCC, moi comme parlementaire, quand vous payez les dossiers de FPI, les membres de l'FCC doivent au FPI plus de 800 millions de dollars. Donc avec ça, la majorité des animateurs, les animateurs principaux, peut-être d'ici la fin de l'année, vont tous se retrouver en prison. Francis, c'est pas un rétropédalage du chef de l'État par rapport au dossier Bukanga Lonzo, par rapport à la réouverture probable de plusieurs dossiers mettant en cause certains cadres du FCC? Bon, c'est pas du tout un rétropédalage. Moi, je crois que le président a été très mal compris. Lorsque le président avait dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés, c'était tout simplement dire qu'il n'y aura pas chasse aux sorcières. C'était tout simplement, il voulait tout simplement dire qu'il ne va pas régler des comptes aux gens. Mais dans l'entretemps, il n'a pas muselé la justice. Il avait même invité tous ceux qui sont victimes des actes
de ceux qui l'avaient précédé dans la gestion de la chose publique de pouvoir saisir les causes des tribunaux. Donc, on n'a pas muselé la justice. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que la justice ne peut pas enquêter sur la gestion passée. Ça n'a rien à voir. Donc, lui, en tant qu'individu, il ne va pas fouiner vers le passé. Ça veut dire, il ne va pas régler des comptes à ceux qui ont tué des combattants des l'IDPS, à ceux qui ont mis son père en résidence surveillée pendant une année, à ceux qui ont empêché l'expression l'expression démocratique de membres du parti ainsi que de la population. Il ne va pas régler des comptes à ceux qui se sont comportés comme des vrais tyrans par rapport au combat que l'IDPS avait mené. Donc c'est au fait ça. Donc ce n'est pas limitatif, ce n'est pas exhaustif, ça veut dire, mais la justice a les loisirs de faire son travail. C'est pour cela, comme l'a dit Franck Diongo, que les cadres, par rapport à cette loi Mina Kusakata, qui veulent museler la justice, reprendre le contrôle de la magistrature. C'est l'impression que ça donne. 800 millions de dollars qu'ils doivent au FPI, c'est quand même énorme. Bon, moi j'aimerais mettre des gants parce que je n'ai pas... Moi je crois que les propos de Franck Diongo, puisqu'il a dit que certaines personnes doivent 800 millions. Je n'ai pas de preuves, mais je crois que ceux qui doivent au fond, donc c'est les fonds, au FPI par exemple, ils doivent rendre ce qu'ils avaient bénéficié comme financement dans les cadres de leur projet, etc. Donc si ils sont débutaires, ils doivent rendre justement ce que la créance qu'ils ont au FPI. Donc dire qu'ils veulent contrôler la justice pour qu'ils soient à l'abri des poursuites, bon, moi je pense qu'il n'a pas du tout tort, au vu des circonstances, au vu de la nature, même du fond justement de ces propositions de loi, mais je crois que personne ne va échapper à la justice. Ceux qui doivent à l'État vont justement... En filigrane, j'ai suivi Franck Diongo qui a dit si le président de la République a pu, pas livrer, mais si le directeur de cabinet qui a été son colistier, je me permets l'expression pendant la campagne présidentielle, son directeur de cabinet, il a écopé de 20 ans de prison, alors... il sera sans pitié envers d'autres. C'est une façon de le dire. Non, c'est pour que... Vous savez, c'est sa promesse des campagnes. Les présidents étaient formels. C'est ton problème. Si tu poses des actes infractionnels. Vous savez que dans l'arrestation, dans la condamnation du président Vital, celui qui a plus perdu, c'est les chefs de l'État. Il a perdu un allié détail. Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Laisser que la justice mette la main sur lui, que la justice les condamne, je crois que c'est lui le grand perdant. Mais, vous savez, quand on est politicien, quand on est politique, quand on est responsable politique, on est président de la République, on fait des promesses à la population, il faut les tenir. Parce que si les présidents étaient interférés, par exemple, au procès 100 jours, au profit du président Kamerhe, ça serait pratiquement une carte blanche qu'il aurait donné à tous les gestionnaires. Madame, n'oubliez pas que la situation que notre pays connaît aujourd'hui, c'est à cause des détournements. C'est à cause de la corruption. Vous savez que l'argent de l'État, s'il était bien canalisé, on aurait exécuté des projets mégalomanes aujourd'hui. Donc, nous sommes pratiquement en train de jeter de base, nous sommes pratiquement en train de vouloir décoller, alors que en principe, on serait déjà en plein vol. En plein vol. Voilà. Merci beaucoup de l'expression. Nous allons atterrir, mesdames et messieurs, avec le dossier Malonda, évidemment, la réaction de Franck Diongo, parce que ça fait couler encore beaucoup d'encre de salive, comme ce matin. Merci à Actualité.cd, à Stani Boujakera, merci à Pascal Moulegua, parce que les informations, je les prends vraiment à la minute. Merci, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu que certains députés Né-Congo, voilà, on y revient, le caucus Né-Congo soutient la candidature de Ronsard Malonda. C'est d'ailleurs par ça que j'ai découvert qu'il était du Bas-Congo ou du Congo central. Voilà, donc la marche de mouvement citoyen qui s'est déroulée ce samedi. Et évidemment, nous allons terminer par la réaction de M. Marcelin. Je suis catholique praticien. Je ne peux pas, moi, accepter qu'on puisse m'attribuer de tels propos. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui vont suivre
notre entretien de ce jour, mon timbre vocal ne ressemble pas, ni de près ni de loin, au timbre vocal de celui qui a fait ce message. Au nom de Dieu, que ce monsieur soit pardonné. Mais cette voix, c'est comme la vôtre. Hein? Non, pas du tout. Que Dieu le pardonne. Et tous ceux qui ont propagé ces messages à travers les réseaux sociaux, moi, je les pardonne. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on puisse vous attribuer cet audio? Oh, ça, il ne faut pas être spécialiste pour comprendre. Depuis mon passage comme témoin devant les juges au procès des 100 jours, je reçois les coups dans tous les sens. Tantôt, j'ai volé ou j'ai tenté de voler 2 millions de dollars des militaires. Aujourd'hui, je suis vilipendé comme si j'ai insulté son éminence le cardinal Fridolin Ambongo. Je peux vous dire, Madame Adèle, j'ai échangé hier avec son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo. Et il va me recevoir. Le début de la semaine ici, nous allons échanger des vives voix. Je ne pouvais pas accepter, c'est moi qui ai fait la démarche. Et Dieu merci, il m'a répondu. Nous avons échangé, je me suis expliqué. Je ne peux pas faire passer une telle sanité, une telle chose. C'est pourquoi j'ai vite répondu à votre invitation pour éclaircir l'opinion que ce n'est pas moi. Je ne peux pas tolérer de telles choses. Je répète, je suis catholique praticien. Et ça, je ne peux pas jeter de l'opprobre sur mon pasteur, sur son éminence. Encore une fois, je pardonne tous ceux qui véhiculent cette fausse information. Ça ne vient pas de moi. Francis, nous sommes en train d'atterrir. Nous allons terminer par ce dossier de Ronsard Malonda. C'est pratiquement le pouvoir qui ne veut pas de lui, de Ronsard Malonda. Et moi, j'ai d'ailleurs posté quelque chose, devoir de mémoire oblige. Il était quand même celui qui, lors du recours de Martin Fayulu, a pratiquement dit que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. Mais aujourd'hui, paradoxalement, c'est l'UDPS, le parti au pouvoir, qui ne fait pas de lui. Non, vous savez, madame, lorsque on est sincère, hein, on fait des choses en toute transparence. C'est ce que j'avais dit tout au long de votre mission, que vous savez, quand vous faites des choses en catimini, ça éveille les soupçons. Tous nous savons la manière dont il a été désigné. Il y a eu tricherie, selon vous? Tous nous savons. Déjà, les confessions, certaines églises ont contesté le fait qu'ils n'étaient pas leur candidat. Kumbanguistes, les musulmans. Et on m'apprend que l'église de Réveil aussi va emboîter le pas. Donc, d'après certaines indiscrétions. Donc, c'est pour vous dire que, déjà, il y a un vice des procédures. Au-delà de ça, même, madame, les critères qui a concouru ou qui a suggéré à l'élimination d'autres candidats n'était pas un critère objectif. Il y a des candidats qui ont été exclus tout simplement parce qu'ils appartenaient à la province du chef de l'État. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit construire une nation, construire une république? Et ce sont des princes de l'Église qui ont imposé ces critères-là. Ils ont peut-être raison. Est-ce que le fait qu'ils n'ont pas du tout raison? Vous savez, madame, lorsqu'on parle république, il ne faut pas descendre dans les caniveaux par les provinces. Nous sommes Congolais par-dessus tout. Chacun doit jouer sa partition pour alors on laisse tomber la géopolitique. Non, mais non. On laisse tomber la géopolitique moi, dans le choix des candidats, dans le choix des ministres, dans le choix des PDG. On laisse tomber la géopolitique. Personnellement, j'ai toujours été contre la géopolitique. J'ai toujours fait la promotion de la méritocratie. Vous pouvez être de la tribu du président de la République, du moment que vous avez un background, vous êtes compétent, on peut vous occuper des fonctions sans tenir compte de votre origine, de votre province, etc. Ce sont des choses qui nous font reculer de plusieurs crans, ce qui n'est pas intéressant. Donc je reviens pour dire que la manière dont il a été présenté,
ça a éveillé les soupçons. Beaucoup de gens, et pourtant, beaucoup de gens n'ont pas voulu. Les gens, adoubé par l'Assemblée nationale, Francis, nous courons vraiment par les temps. Il a été adoubé par l'Assemblée nationale. Il y a eu des députés qui étaient présents, qui ont voté. Voilà pourquoi. Qui a empêché les députés de pouvoir d'être là. Il y a eu vice des procédures. Comment ça? Déjà, les confessions religieuses qu'il aurait désignées, certains contestent. Donc, d'où proviennent les signatures qui sont reprises dans les procès verbaux. Donc déjà, au-delà de ça, là, les processus qui a conduit à l'élimination des candidats, par exemple. Donc le fait de faire des choses dans la précipitation et en catimini, ça démontre que vous êtes Yangui Souros. Comme si vous cachiez de choses. Je ne connais pas son appartenance. En tant que membre de la CENI, il n'appartient pas à un parti politique. Il y en a qui disent qu'il a défendu le président Félix. Non, il n'a pas défendu le président Félix. Il a défendu les résultats de la CENI. Parce que lui, étant arbitre, vous avez proclamé le président Félix comme élu, vous avez les devoirs de venir défendre vos résultats. Il n'a pas défendu les présidents. Exactement. Parce que si par exemple, il disait que ce n'est pas les présidents qui étaient élus, il entrerait en contradiction avec les résultats qui ont été rendus publics. Donc, il n'a pas défendu les présidents, il a défendu les résultats sortis des urnes et officialisés par la CENI. Donc, il faudrait que les gens c'est simplement la procédure de son choix qui pose problème. Bon, aujourd'hui, les mouvements citoyens marchent d'ailleurs pour qu'on l'écarte, mais on a l'impression qu'il est presque comment le choix est déjà, le vin est déjà tiré. Non, le vin n'est pas tiré. Vous avez suivi les présidents dire que, d'ailleurs c'est une décision du Conseil des ministres, il faut aplanir les divergences, il faut respecter la procédure de désignation. Et en principe, on devait investir tous les membres du bureau, pas seulement. Pourquoi seulement les présidents? Pourquoi seulement il faut faire des choses, des passages en force, etc. Nous, UDPS, le 9, nous serons dans la rue, parce que c'est une expression démocratique. On ne peut pas nous interdire de manifester notre désapprobation par rapport à un candidat, par exemple. Nous allons marcher le 9. J'en profite d'ailleurs pour inviter tous mes électeurs à descendre dans la rue le 9 pour que notre voix soit entendue. Ça ne veut pas dire, parce que nous sommes au pouvoir, qu'on ne peut pas contester ce que le pouvoir est en train de faire. Donc, c'est notre droit le plus subjectif. Nous allons marcher pour contester ces désignations. Et moi, je serai Merci beaucoup, Francis. J'aimerais bien relever une question vraiment directe. C'est vrai qu'on me dit, accordez-moi simplement une minute, c'est une question assez importante. Vous invitez toujours vos administrés, ceux qui vous ont élus, de marcher quand il s'agit de vos intérêts politiques. Non, il s'agit Mais pas pourquoi Francis Tibalabala n'inviterait pas ses administrés à marcher quand il y a augmentation du prix de pain, quand il y a augmentation du prix de l'essence, quand il y a augmentation du prix de la facture de la régie des eaux? Vous n'invitez jamais la population à marcher, mais quand il s'agit de vos intérêts à vous politiques, vous demandez aux gens de marcher. J'aimerais rectifier. Il ne s'agit pas de nos intérêts. Vous savez que notre pays a connu des crises de légitimité. Des crises de légitimité. Et les élections qui se sont succédées n'ont pas rassuré les uns les autres. Nous savons que, vous savez, ça va nous éviter des contestations lors des élections de 2023. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient élus, mais qui n'ont pas été proclamés. Comme l'a dit monsieur certains députés. Le secrétaire, en fait, comment il s'appelle? Nous en connaissons. Qu'ils ont été nommés. Qui l'a dit, mon Dieu? C'est quelqu'un de l'UDPS qui l'a dit, le nom m'échappe avec les députés, certains députés étaient nommés, etc. Je n'emprunte pas son vocable, mais seulement, je vous dis qu'il y a des gens qui ont été élus, mais qui n'ont jamais été proclamés. Pourquoi? Parce que l'arbitre n'était pas l'église au milieu du village. C'est maintenant qu'il faut jeter le base. Et ça va nous éviter des contestations inutiles. Aujourd'hui, certains disent que le président Félix n'a pas été élu, sans apporter de preuves. D'autres disent qu'il a été élu. Mais nous voulons en 2023. Le président lui-même, d'ailleurs, c'est son credo. Il souhaite qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Les élections qui vont rassurer tout le monde. Et voilà pourquoi il faut, déjà en amont, bien faire les choses. On ne doit pas gober ce qui a été fait dans la précipitation pour que demain, nous puissions résoudre encore des problèmes qui vont surgir. Merci Francis Tibalabala. Donc le 9, c'est le 9 juillet. Donc il vous invite dans la rue. Et ce n'est pas un problème qui concerne l'UDP, ça concerne tous les Congolais. Vous demain, par exemple, je vous prête les ambitions. Vous pouvez être candidat député et qu'au vu des résultats récoltés dans le bureau de vote, vous vous rendez compte que vous êtes en tête des listes. Mais lorsqu'on proclame les résultats, on proclame d'autres personnes. Vous ne serez pas content. J'irai dormir à la Cour suprême. Voilà. Comme l'a fait
Cherubin Okende et les autres. Merci Francis Chibalabala d'être passé à la barre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Assemblée provinciale. J'espère que les travaux vont répondre pour résoudre les multiples problèmes. D'ailleurs, pour le marché central, on n'a pas eu le temps, mais on a vu les femmes marcher. Par rapport au marché central, nous en reparlerons peut-être prochainement. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision, à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Et je tiens à remercier un téléspectateur qui me suit depuis Bruxelles, non, Anvers, il est à Anvers. Moïse Glodiem, merci à toi de suivre Congo Web Télévision depuis Anvers, en Belgique. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.